Pendant le mariage de son fils, le millionnaire est resté figé en voyant la bague de la serveuse. C'était la même qu'il avait offerte à sa femme disparue, il y a 25 ans. Le soleil de juin inondait de sa lumière dorée la villa Garnier, transformant les jardins en un tableau impressionniste où les invités en tenue d'apparat se déplaçaient comme des touches de couleur sur une toile vivante. Bernard Garnier, debout près de la fontaine centrale, ajusta sa cravate en soie. À 60 ans, il conservait cette prestance qui avait fait de lui l'un des hommes d'affaires les plus redoutés de France. Son regard d'acier balayait la réception, s'arrêtant sur son fils Julien qui accueillait les invités aux côtés de sa fiancée, Margot Durand. « Quelle ironie du sort !» murmura Bernard, en portant à ses lèvres une coupe de champagne. Ce mariage, censé enterrer 25 années de rivalité acharnée avec Henri Durand, lui laissait un goût amer. Mais les affaires étaient les affaires. L'union des empires Garnier, et Durand créerait un conglomérat immobilier sans précédent. Alors, Bernard, on savoure sa victoire. La voix doucereuse d'Henri Durand le fit se retourner. L'homme, à peine plus jeune que lui, arborait ce sourire que Bernard avait toujours détesté. Ce n'est pas une question de victoire, Henri. Nos enfants s'aiment, paraît-il. Henri eut un petit rire. L'amour, les affaires, tout finit par se confondre dans notre milieu, n'est-ce pas ? Un serveur s'approcha d'eux avec un plateau de champagne. Bernard déclina d'un geste, mais son regard s'attarda sur une jeune serveuse qui évoluait gracieusement entre les invités quelques mètres plus loin. Quelque chose dans sa silhouette le troublait. La façon dont elle inclinait légèrement la tête en servant les flûtes. Peut-être. Si tu veux bien m'excuser, dit-il à Henri avant de s'éloigner. La serveuse se dirigeait vers la table principale. Bernard la suivit discrètement, étrangement captivé. Lorsqu'elle se retourna pour repartir vers les cuisines, il la vit enfin de face, et son cœur rata un battement. Ses yeux, d'un bleu intense parsemé de paillettes dorées, les mêmes que ceux de Cécile, sa première épouse. « Monsieur, vous désirez quelque chose ?» demanda la jeune femme, surprise de le voir si près. Bernard se reprit. « Comment vous appelez-vous ?»« Léa Vernier, monsieur. » Un mouvement délicat de sa main pour replacer une mèche de cheveux, et Bernard le vit, un petit anneau d'émeraude à son doigt. Serti dans un entrelacs d'or blanc, le monde sembla s'effondrer autour de lui. Cet anneau, il aurait pu le reconnaître entre mille. Il l'avait fait spécialement concevoir pour Cécile, avec une inscription à l'intérieur, plus loin que l'horizon, plus fort que le temps. Cet anneau, où l'avez-vous trouvé ? Sa voix trahissait son émotion. Léa jeta un regard inquiet vers le responsable du traiteur qui l'observait au loin. « C'est personnel, monsieur. Je dois retourner travailler. » Elle s'éclipsa rapidement, laissant Bernard figé, le souffle court. Cette bague avait disparu dans l'incendie qui avait ravagé leur ancienne demeure 25 ans plus tôt. L'incendie qui avait emporté Cécile et leur fille nouveau-née. « Papa, tout va bien. » La voix de Julien le ramena à la réalité. Son fils, si élégant dans son costume de mariée, le regardait avec inquiétude. « Oui, juste un étourdissement. La chaleur, sans doute. Tu devrais t'asseoir, Dora Kay. Le moine est parmi les invités. Je peux l'appeler si tu veux. » Bernard secoua la tête. « Non, ce n'est rien. Bastien est ton invité aujourd'hui, pas mon médecin. » Pourtant, dès que Julien s'éloigna, Bernard se dirigea vers Pierre Moreau, le responsable du service traiteur, la jeune serveuse, Léa Vernier. « Comment l'avez-vous recrutée ?» Moreau consulta rapidement son téléphone. « Elle a été recommandée par Deher, Bastien le moine. En fait, il a insisté pour qu'on lui donne sa chance malgré son manque d'expérience. » Cette information frappa Bernard comme un coup de poing. Bastien le moine, son médecin personnel depuis 5 ans, avait recommandé cette fille qui portait l'anneau de Cécile. La coïncidence semblait trop grosse. De l'autre côté de la salle, Léa servait les tables près de l'entrée. Henri Durand venait de s'asseoir parmi un groupe d'hommes d'affaires. Quand elle s'approcha pour servir, le regard d'Henri croisa le sien. L'homme d'affaires pâlit visiblement, comme s'il avait vu un fantôme. Au même moment, une vieille femme en uniforme de gouvernante laissa échapper un plateau entier de verres qui se fracassèrent sur le sol de marbre. Le silence tomba brusquement sur l'assemblée. « Madame Leblanc !» s'exclama Margot en se précipitant vers la vieille dame tremblante. Mais la gouvernante, blême, fixait Léa avec des yeux écarquillés d'horreur. « C'est son visage !» murmura-t-elle si fort que plusieurs invités l'entendirent. « C'est le visage de Cécile. » Henri se leva d'un bond et saisit la vieille femme par le bras. « Madame Leblanc, vous ne vous sentez pas bien ?»
« Venez, je vous raccompagne. » Bernard observait la scène, figé. Henri connaissait cette gouvernante. Comment pouvait-elle connaître Cécile, dans un coin de la salle? Un jeune homme élégant en costume gris observait attentivement l'échange. Bastien Lemoine sentit son cœur s'accélérer en voyant la réaction d'Henri Durand. Il chercha Léa du regard et lui fit un léger signe de tête. La jeune femme, visiblement troublée, hocha imperceptiblement la tête en retour. La cérémonie devait commencer dans 1 heure. Les invités, après le moment de surprise, retournèrent à leur conversation. Mais pour 4 personnes dans cette salle somptueuse, quelque chose venait de changer irrémédiablement. Bernard chercha Bastien du regard et le trouva en grande conversation avec Léa. Dans un angle mort des jardins, il s'apprêtait à les rejoindre quand la voix du maître de cérémonie annonça qu'il était temps de prendre place pour l'échange des vœux. En se dirigeant vers l'autel dressé sous la pergola, Bernard se promit de tirer cette histoire au clair dès que possible. Cette fille avec l'anneau de Cécile, la réaction d'Henri et l'implication de Bastien. Tout cela n'était pas le fruit du hasard, et pour la première fois depuis 25 ans, il sentit renaître en lui l'espoir que la vérité sur cette nuit tragique pourrait enfin éclater au grand jour. Alors que la musique commençait, et que les invités se levaient pour accueillir Margot dans sa robe blanche, Bernard jeta un dernier regard vers Léa, qui se tenait discrètement près des colonnes du jardin. Le soleil faisait briller l'émeraude à son doigt, comme une promesse de révélation à venir. La nuit était déjà bien avancée, lorsque Léa quitta la Villa Garnier. Ses pieds douloureux après des heures passées à servir les invités, le mariage s'était poursuivi dans une ambiance étrange, un mélange de festivité et de tensions sous-jacentes qu'elle n'avait pas anticipées. Alors, mission accomplie, la voix de Bastien la fit sursauter. Le jeune médecin l'attendait, adossé à sa voiture, dans le parking réservé au personnel. « Pas tout à fait comme prévu », répondit Léa en détachant ses cheveux. « Tu ne m'avais pas dit que la vieille Leblanc travaillait pour les Durand. » Bastien ouvrit la portière. « Je l'ignorais. Monte, on ne devrait pas rester ici. » Tandis que la voiture s'éloignait de la propriété. Léa revit mentalement les événements de la soirée, le regard de Bernard Garnier fixé sur son anneau, la réaction de la gouvernante, et surtout, la pâleur d'Henri Durand, quand leurs yeux s'étaient croisés. « Garnier m'a interrogé sur l'anneau », dit-elle finalement, faisant tourner l'émeraude autour de son doigt. Il semblait, bouleversé, Bastien ralentit à un feu rouge. J'ai remarqué, et Durand, sa réaction quand Madame Leblanc t'a vu, comme s'il avait vu un fantôme. Le silence s'installa entre eux, uniquement rompu par le ronronnement du moteur. Ces réactions confirmaient leurs soupçons. L'anneau était bien la clé d'un mystère plus profond qu'ils ne l'avaient imaginé. 15 ans plus tôt, l'orphelinat Saint-Joseph se dressait, austère, contre le ciel gris de novembre. Dans la cour pavée, une fillette de 10 ans jouait seule, accroupie près d'un vieil arbre. Léa traçait des figures dans la terre avec un bâton, ignorant le froid qui rougissait ses joues. « Qu'est-ce que tu dessines ?» Un garçon plus âgé qu'elle, de 2 ans, venait de s'approcher. Bastien, avec ses lunettes trop grandes pour son visage maigre, était l'un des rares enfants qui lui parlait. « Une maison », répondit-elle sans lever les yeux. « Ma vraie maison, celle dont je rêve parfois. » Bastien s'assit près d'elle. « Tu te souviens de ta vraie maison ?» Léa secoua la tête. « Non, mais je la vois en rêve. Une grande maison avec des colonnes blanches et un jardin immense. » Elle s'interrompit, hésitante, puis ajouta plus bas. « Et il y a toujours un feu terrible qui dévore tout. » Le garçon resta silencieux un moment. « Moi aussi je fais des rêves bizarres, » confessa-t-il finalement. « Je vois une femme qui me tient dans ses bras. Elle chante une berceuse. Tu te souviens des paroles ?» Bastien fredonna doucement une mélodie simple. Et étrangement, Léa se surprit à la reconnaître. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale. « C'est la chanson que j'entends aussi dans mes rêves. » Ce jour-là naquit entre eux un lien que même la séparation n'effacerait pas. 2 ans plus tard, quand Bastien fut adopté par un couple de médecins de province, ils se jurèrent de rester en contact et de poursuivre ensemble la quête de leurs origines. Présent, l'appartement de Léa était modeste, mais chaleureux. Des étagères croulaient sous les livres et les photographies. Témoignage de sa passion pour l'histoire et les archives, Bastien se laissa tomber sur le canapé usé pendant qu'elle préparait du thé. « Tu sais ce que ça signifie, n'est-ce pas ?» demanda-t-il en desserrant sa cravate. Si Bernard Garnier a reconnu cet anneau, c'est qu'il appartenait bien à sa première femme.
Léa déposa 2 tasses fumantes sur la table basse. Toutes ces années à chercher, j'avais presque abandonné l'idée de découvrir qui l'avait cousu dans ma couverture. Elle se dirigea vers une vieille commode et en sortit un petit coffret en bois. À l'intérieur, soigneusement plié, se trouvait une minuscule couverture de bébé en laine blanche, jaunie par le temps. Des motifs délicats ornèrent les bordures, et dans un coin, on pouvait encore distinguer un C brodé, à moitié effacé. « Tu te souviens du jour où nous l'avons examiné à la loupe ?» demanda Bastien en caressant le tissu avec révérence. Léa sourit. « Comment oublier ? Tu étais tellement excitée quand tu as découvert la doublure secrète. » C'était lors de sa dernière année de médecine. Bastien avait emprunté du matériel à la faculté pour examiner en détail la couverture de Léa, seul souvenir de son passé. En l'observant sous une lumière particulière, ils avaient découvert des coutures inhabituelles dissimulant une fine doublure intérieure. Et là, cousu entre les 2 épaisseurs de tissu, se trouvait l'anneau d'émeraude. J'ai fait des recherches sur la famille Garnier dès que j'ai commencé à travailler pour Bernard, expliqua Bastien en buvant son thé. L'incendie de leur ancienne demeure est mentionné dans les journaux de l'époque. Cécile Garnier, sa première femme, y aurait péri avec leur enfant nouveau-né. Une fille. Les articles ne précisent pas. Simplement un enfant. Il hésita avant d'ajouter. Mais il y a quelque chose qui me trouble depuis que je connais Bernard. Cette sensation étrange, comme si tu l'avais déjà connu, compléta Léa. Elle connaissait bien cette impression. Bastien la lui avait décrite plusieurs fois depuis qu'il était devenu le médecin personnel de Garnier. Exactement. Au début, je pensais que c'était juste mon imagination. Mais après ce qu'on a vu ce soir, Léa se leva et fit les 100 pas, l'anneau brillant à son doigt. Tu crois que nous pourrions être liés à cette famille ? Que cet incendie a quelque chose à voir avec notre abandon ? J'en suis pratiquement certain maintenant. La réaction de Bernard, celle d'Henri Durand et de cette vieille dame, ce n'est pas un hasard. Un silence pensif s'installa, puis le téléphone de Bastien vibra. Il consulta l'écran et fronça les sourcils. C'est Bernard. Il veut me voir demain matin pour un contrôle urgent. Les yeux de Léa s'illuminèrent. C'est notre chance d'en apprendre plus. Sois prudente, Léa. Si nous avons raison, nous sommes en train de remuer des secrets que certains préféreraient voir rester enterrés. Elle hocha la tête, puis se dirigea vers la fenêtre. La nuit était claire, les étoiles visibles malgré les lumières de Paris. Quelque part là-bas se trouvaient les réponses qu'elle cherchait depuis toujours. « Tu sais, » murmura-t-elle, « quand j'ai vu le visage de Bernard ce soir, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, comme un écho de mémoire. » Bastien la rejoignit près de la fenêtre. « Si nos soupçons sont justes, ce mariage pourrait être le début de quelque chose d'inattendu, la fin d'un mensonge qui dure depuis 25 ans. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'à ce moment précis, dans son bureau luxueux, Henri Durand brûlait fébrilement de vieux documents, en murmurant des jurons. La panique se lisait sur son visage alors qu'il composait un numéro sur son téléphone. « C'est moi, » dit-il d'une voix tendue. « J'ai besoin que tu trouves tout ce que tu peux sur une certaine Léa Vernier. Et aussi sur ce médecin, Bastien Lemoine. C'est urgent. » Il raccrocha et se servit un whisky d'une main tremblante. L'apparition de cette fille avec le visage de Cécile et l'anneau d'émeraude n'était pas une coïncidence. Après toutes ces années, le passé revenait le hanter. Et Henri Durand était prêt à tout pour que certains secrets restent enfouis à jamais. Le soleil matinal filtrait à travers les rideaux du bureau de Bernard Garnier. Assis dans son fauteuil en cuir, il contemplait les photographies sur son bureau. Julien enfant, sa seconde épouse Marie, décédée 5 ans plus tôt d'un cancer, et tout au fond, presque dissimulée derrière les autres, une photo jaunie de Cécile, 3 coups discrets à la porte le tirèrent de sa rêverie. « Entrez !» Bastien Lemoine apparut, mallette médicale à la main. « Bonjour, monsieur Garnier. Vous avez demandé à me voir en urgence. » Bernard l'observa attentivement, cherchant dans ce visage des traits familiers qu'il n'avait jamais remarqués auparavant. Pourquoi ce jeune médecin avait-il recommandé cette fille qui portait l'anneau de Cécile ? « Docteur, comment va votre amie ? La serveuse d'hier soir ?» Bastien ne laissa paraître aucune surprise face à cette question directe. « Léa, elle va bien, je suppose. Pourquoi cette question ? » « Simple curiosité, » répondit Bernard en se levant. « Elle portait un bijou, singulier, je vois. » Bastien commença à préparer son matériel pour l'examen de routine. «
Vous semblez en forme ce matin, malgré l'agitation du mariage. » Bernard s'approcha de la fenêtre, tournant le dos à Bastien. « Savez-vous que cet anneau appartenait à ma première épouse ?» Un silence. Bernard se retourna et vit Bastien immobile, le stéthoscope à la main. « Je l'ignorais », répondit finalement le médecin. Mais Bernard y décela une légère hésitation. « C'est étrange, n'est-ce pas? Cette bague a disparu dans l'incendie qui a coûté la vie à ma femme et à notre fille, et 25 ans plus tard, elle réapparaît au doigt d'une jeune femme que vous avez personnellement recommandée pour servir au mariage de mon fils. » Bastien reprit son examen médical, vérifiant le pouls de Bernard. « Le monde est plein de coïncidences, monsieur Garnier. »« Je ne crois pas aux coïncidences, docteur Lemoine. » Leurs regards se croisèrent. Chargé de non-dits, soudain, Bernard porta la main à sa poitrine, le souffle court. « Monsieur Garnier ?» Bastien s'empressa de l'aider à s'asseoir. Respirez profondément. Voilà, doucement. La crise passa aussi vite qu'elle était venue. Bernard se laissa ausculter sans résistance. L'esprit ailleurs. Ces épisodes se multipliaient depuis quelques mois. Un rappel que le temps lui était compté pour découvrir la vérité. « Votre cœur m'inquiète », déclara Bastien, en rangeant son stéthoscope. « Je vais vous prescrire un nouveau traitement et programmer des examens complémentaires. » Bernard acquiesça distraitement. « Docteur, depuis combien de temps connaissez-vous Léa Vernier ?» Bastien hésita, puis décida de répondre franchement. « Depuis l'enfance, nous avons grandi dans le même orphelinat. » Cette révélation frappa Bernard comme un coup physique. Un orphelinat, bien sûr. « Je vous remercie pour votre franchise, » dit-il d'une voix étrangement calme. « Revenez demain avec les résultats de mes dernières analyses, voulez-vous » Après le départ de Bastien, Bernard s'empressa de composer un numéro sur son téléphone. « Jacques, c'est Bernard. J'ai besoin de tes services. Je veux tout savoir sur 2 personnes, Léa Vernier et Bastien Lemoine, leur passé, l'orphelinat où ils ont grandi, tout. Et c'est urgent. » Dans son bureau à l'autre bout de Paris, Margot Durand-Garnier, qui avait gardé son nom de jeune fille pour sa carrière, fouillait frénétiquement dans un vieux carton d'archives. La réaction de son père lors du mariage l'avait troublée, et l'incident avec Madame Leblanc avait réveillé de vieux souvenirs. Enfant, elle avait surpris plusieurs fois son père, en train de brûler des documents tard dans la nuit. Un soir, alors qu'il avait été appelé en urgence, elle avait récupéré quelques papiers à moitié consumés dans la cheminée. Des coupures de presse concernant l'incendie de la propriété Garnier, elle les avait gardées toutes ces années. Sans trop savoir pourquoi, aujourd'hui, alors qu'elle venait d'épouser le fils de Bernard Garnier, ces vieux articles prenaient une nouvelle signification. La porte s'ouvrit sur Julien. « Tu étais donc là? Qu'est-ce que tu cherches avec tant d'ardeur ?» Margot hésita, puis lui tendit une coupure de journal jauni. « Regarde la date. C'était quelques jours après l'incendie qui a tué la première femme de ton père. » Julien s'assit près d'elle, lisant attentivement. « Les circonstances exactes du drame restent floues, » cita-t-il. Mais les enquêteurs privilégient la piste accidentelle Cécile Garnier, 28 ans, et son enfant nouveau-né. Il s'interrompit. « Je savais que mon père avait été marié avant de rencontrer ma mère, mais il n'en parle jamais. Ce qui m'intrigue, » poursuivit Margot, « c'est pourquoi mon père conservait ces articles et pourquoi il a essayé de les détruire. » Julien la regarda avec inquiétude. « Qu'est-ce que tu insinues ? Je n'insinue rien. » Mais la réaction de mon père et de Madame Leblanc en voyant cette serveuse hier soir, et ton père qui a reconnu l'anneau qu'elle portait, tu penses qu'il y a un lien ? Margot hocha lentement la tête. Je me demande si la version officielle de l'incendie est la vérité complète. Pendant ce temps, Léa s'était rendue aux archives municipales de Paris, employée à mi-temps dans une bibliothèque universitaire. Elle avait ses entrées dans plusieurs institutions culturelles de la capitale. « Bonjour, Philippe », salua-t-elle le vieil archiviste qu'elle connaissait bien. « Je cherche des informations sur un incendie survenu il y a environ 25 ans. Dans une propriété de la famille Garnier. » Philippe leva un sourcil. « Les Garnier, tu t'intéresses à la haute société maintenant. Simple curiosité professionnelle, mentit-elle avec un sourire. Après quelques recherches dans la base de données, Philippe la conduisit vers un rayonnage poussiéreux. Voilà tous les journaux de cette période. L'incendie dont tu parles a fait la une pendant plusieurs jours. Léa passa les heures suivantes à éplucher les articles, prenant des notes méticuleuses. Les faits officiels étaient clairs.
Un court-circuit aurait déclenché l'incendie, se propageant rapidement dans l'aile est du manoir où se trouvèrent les appartements privés. Cécile Garnier et son enfant nouveau-né n'avaient eu aucune chance, mais certains détails la troublaient. Un article mentionnait que Bernard était absent cette nuit-là, en voyage d'affaires à l'étranger. Un autre évoquait brièvement des tensions entre les familles Garnier et Durand à cette époque. Sans plus de précision, plus intriguant encore, un petit entrefilé en dernière page rapportait qu'une voiture avait été aperçue quittant la propriété, peu avant que l'incendie ne soit signalé. L'information n'avait jamais été reprise dans les articles suivants. Son téléphone vibra. Un message de Bastien. « Garnier m'a questionné sur toi et l'anneau. Il sait que nous venons du même orphelinat. Sois prudente, RDV ce soir chez moi. » Léa rangea précipitamment ses notes, en quittant les archives. Elle ne remarqua pas la silhouette qui la suivait discrètement, ni l'homme qui prit quelques photos d'elle avant de composer un numéro sur son téléphone. « Monsieur Durand, elle était aux archives municipales, elle cherche des informations sur l'incendie. » À l'autre bout de la ligne, Henri Durand ferma les yeux, sentant la panique monter. Tout ce qu'il avait construit, sa réputation, sa fortune, son influence, tout reposait sur les cendres de cette nuit tragique. Et maintenant le passé menaçait de tout détruire. « Continuez à la suivre », ordonna-t-il d'une voix tendue. « Et trouvez-moi tout ce que vous pouvez sur cet orphelinat où elle a grandi. » Il raccrocha, le regard fixé sur une vieille photographie encadrée sur son bureau. Lui-même et Bernard Garnier. Jeunes associés souriants, avant que l'ambition et la cupidité ne transforment leur amitié en une rivalité impitoyable, avant cette nuit fatidique où Henri avait franchi une ligne qu'aucun homme ne devrait jamais traverser. 25 ans plus tôt, la pluie battait contre les fenêtres du manoir Garnier cette nuit-là. Cécile, assise dans la nurserie récemment aménagée, berçait doucement les deux nouveau-nés qui s'étaient finalement endormis, après des heures de pleurs, des jumeaux, une surprise que les échographies n'avaient pas révélée. Bernard n'était même pas encore au courant. Retenu à l'étranger par une négociation cruciale, elle avait voulu lui faire la surprise à son retour. « Mes petits anges », murmura-t-elle en caressant leurs joues minuscules. Le petit garçon avait déjà les traits déterminés de son père, tandis que la fille semblait avoir hérité de ses propres yeux, d'un bleu intense parsemé d'éclats dorés. Un craquement dans le couloir la fit sursauter. Elle déposa délicatement les bébés dans leur berceau et se dirigea vers la porte. « Mathilde, c'est vous ?» Pas de réponse. Le personnel était pourtant censé être présent. Bernard avait insisté pour qu'elle ne reste pas seule pendant ses premières nuits avec les bébés, soudain inquiète. Cécile verrouilla la porte de la nurserie et retourna près du berceau. C'est en passant devant la fenêtre qu'elle l'aperçut, une silhouette se déplaçant furtivement dans les jardins, malgré la pluie torrentielle, quelqu'un qu'elle crut reconnaître. Son cœur s'accéléra. Les documents qu'elle avait découverts la semaine précédente dans le bureau de Bernard, ceux qui révélèrent les malversations d'Henri Durand, étaient-ils en sécurité? Elle les avait cachés, bien sûr. Mais si Henri avait appris qu'elle était au courant, un second bruit, plus proche cette fois. Cécile saisit le téléphone pour appeler la sécurité, mais la ligne était coupée. « Non », murmura-t-elle, la panique montant. Elle prit son portable, mais aucun réseau n'était disponible, chose inhabituelle. Même par ce temps, l'odeur fut le premier signe. Âcre, chimique, inconfondable. De la fumée, présent Bastien fixait l'écran de son ordinateur, incrédule. Les archives médicales qu'il avait finalement réussi à obtenir, après des semaines de démarches administratives, ne correspondaient pas du tout à la version officielle. « C'est impossible », murmura-t-il. Le rapport d'autopsie mentionnait clairement que le corps retrouvé dans les décombres était celui d'une femme d'environ 30 ans, mais précisait que l'état de carbonisation extrême avait rendu l'identification formelle difficile, plus troublant encore, aucune mention d'un second corps, celui d'un bébé. Et puis, il y avait ce détail, presque anodin, glissé dans les notes du médecin légiste. Trace d'un possible accouchement récent. Un accouchement, pas une naissance. Bastien sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Si Cécile Garnier avait accouché, et non pas simplement eu un enfant, comme le rapportèrent les journaux, pourquoi aucune mention du bébé dans le rapport d'autopsie? Un coup sec à la porte le fit sursauter. Sa secrétaire passa la tête dans l'entrebâillement. « Docteur, votre patient de 15 heures est arrivé. »« Merci, Caroline. Faites-le patienter 5 minutes. » Bastien enregistra rapidement les documents sur une clé USB qu'il glissa dans sa poche
puis effaça soigneusement son historique de recherche. Ces informations étaient trop précieuses et potentiellement dangereuses pour être laissées à la vue de tous. Henri Durand contemplait la ville depuis son bureau au dernier étage de la tour Durand, un verre de scotch à la main. Les rapports préliminaires sur Léa Vernier et Bastien Lemoine venaient d'arriver, et chaque nouvelle information renforçait ses craintes. Orphelinat Saint-Joseph, à environ 100 km de Paris, arrivé à quelques jours d'intervalle, 25 ans plus tôt, sans parents connus, il vida son verre d'un trait, la brûlure de l'alcool reflétant celle de ses souvenirs. Cette nuit pluvieuse restait gravée dans sa mémoire, les documents qu'il cherchait désespérément à récupérer avant que Cécile ne les transmette aux autorités. L'incendie qu'il avait déclenché pour effacer toute trace, et puis cette découverte inattendue dans la nurserie en feu, non pas un, mais 2 bébés hurlant dans leur berceau. Il n'avait jamais prévu de devenir un meurtrier. Les malversations financières, oui, des millions détournés des comptes de la société Garnier-Durand que Bernard et lui avaient fondée ensemble. Mais pas ça, pas Cécile. L'incendie devait simplement détruire les preuves qu'elle avait rassemblées. Il ignorait qu'elle serait dans cette aile du manoir. Quand il l'avait vue, inconsciente près de la porte, il avait paniqué. Était-elle déjà morte à cause de la fumée, ou simplement évanouie? Il n'avait pas vérifié. La culpabilité de ce moment de lâcheté le hantait encore. Puis les pleurs des bébés l'avaient guidé vers la nurserie. 2 nourrissons, parfaitement identiques dans leur fragilité. Son plan initial s'était effondré à cet instant. Il ne pouvait pas les laisser périr. Même lui avait ses limites. Alors il les avait pris, enveloppés dans leur couverture, et s'était enfui par le jardin arrière, tandis que les flammes dévoraient le manoir. Ce n'est qu'une fois loin du domaine, avec 2 nouveau-nés en pleurs sur le siège passager de sa voiture, qu'il avait réalisé l'ampleur de son acte. Que faire de ses enfants? Les garder? Impossible. Les abandonner à la police? Trop risqué. Les questions sur son implication seraient inévitables. L'orphelinat Saint-Joseph s'était présenté comme la solution idéale. Éloigné, discret, peu regardant sur les circonstances des abandons, il avait déposé les bébés à 2 jours d'intervalle, dans 2 villes différentes, pour éviter tout lien, une précaution qui, 25 ans plus tard, s'avérait finalement inutile. Le téléphone sur son bureau sonna, le ramenant au présent. « Monsieur Durand, votre rendez-vous de 16h est là. Faites-le entrer. » Le détective privé s'installa dans le fauteuil face à lui, sortant un dossier de sa mallette. « J'ai des informations supplémentaires sur Lemoine. Il a récemment consulté les archives médicales concernant l'incendie du manoir Garnier. » Henri sentit son cœur manquer un battement. Comment a-t-il pu y accéder? Il est médecin personnel de Bernard Garnier depuis 5 ans. Apparemment, il a utilisé cette position pour obtenir des autorisations. Et qu'a-t-il découvert exactement? Le détective hésita. Difficile à dire avec certitude, mais il a copié plusieurs documents, dont le rapport d'autopsie. Henri se leva brusquement. « Trouvez-moi ce qu'il sait, et gardez un œil sur la fille également, une fois seul. » Il ouvrit son coffre-fort et en sortit une vieille enveloppe, à l'intérieur, une unique photo, 2 bébés endormis côte à côte, prise juste avant qu'ils ne les séparent définitivement, une preuve qu'il n'avait jamais pu se résoudre à détruire si Bernard découvrait la vérité, non seulement sur ses malversations, mais aussi sur la survie de ses enfants. Tout son monde s'écroulerait, la fusion récente de leurs entreprises, le mariage de Margot avec Julien, sa réputation soigneusement construite, tout disparaîtrait. Il rangea la photo et ferma le coffre. Certains secrets devaient rester enterrés, quoi qu'il en coûte. Dans son appartement, Léa examinait à la loupe les coupures de presse qu'elle avait photocopiées. Une phrase dans un article attira son attention. Cécile Garnier, connue pour son engagement dans diverses causes humanitaires, venait de rentrer d'un séjour à l'hôpital après avoir donné naissance à son premier enfant. Son premier enfant. Pas une fille ou un garçon, simplement son premier enfant. Cette imprécision était-elle volontaire? Le téléphone sonna. C'était Bastien, sa voix trahissant son excitation. « Léa, j'ai trouvé quelque chose d'incroyable. Le rapport d'autopsie. Il n'y a jamais eu de corps d'enfant retrouvé dans l'incendie. » Un silence s'installa tandis que Léa assimilait cette information. « Mais alors, exactement, soit l'enfant a survécu, soit il y a eu plus d'un enfant, » compléta-t-elle, le cœur battant. « Je serai chez toi dans 20 minutes, ne parle de ça à personne. » Léa raccrocha, l'esprit en ébullition. Elle s'approcha de la fenêtre, observant la rue en contrebas.
Un homme en costume sombre était adossé à une voiture, semblant attendre quelqu'un. Quand il leva les yeux vers son immeuble, elle recula instinctivement. L'anneau d'émeraude à son doigt semblait soudain plus lourd, plus important. Peut-être détenait-elle la clé d'un mystère bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. « Tu es sûr que personne ne t'a suivi ?» demanda Léa en ouvrant la porte de son appartement à Bastien. « Presque certain, » répondit-il en jetant un regard nerveux vers l'escalier. « Mais j'ai préféré faire un détour, au cas où. » Ils s'installèrent à la table de la cuisine, étalant leurs découvertes respectives comme les pièces d'un puzzle incomplet. « Regarde » dit Bastien en pointant le rapport d'autopsie. La cause officielle du décès de Cécile est l'asphyxie due à la fumée, pas les brûlures, et aucune mention d'un second corps. Et les journaux restent délibérément vagues sur l'enfant, ajouta Léa, comme si quelqu'un avait fait en sorte que les détails restent flous. Le téléphone de Bastien vibra. Un message de Bernard. « Passez à mon bureau demain à 9h, avec les résultats, urgents. Il insiste beaucoup sur ses analyses, remarqua Léa. Je crois qu'il les utilise comme prétexte, répondit Bastien. Il veut me parler de toi, de nous. Il soupçonne quelque chose. Un silence s'installa tandis qu'il réfléchissait aux implications. Si leur théorie était correcte, si l'enfant, ou les enfants, de Cécile avaient survécu. Bastien, tu crois qu'on pourrait être? Léa n'acheva pas sa phrase, l'idée semblant soudain trop fantastique pour être verbalisée. Je ne sais pas, admit-il. Mais l'anneau, nos rêves similaires, nos dates d'arrivée à l'orphelinat qui coïncident avec l'incendie. Un bruit dans le couloir les fit taire instantanément, des pas lents, puis un léger grattement contre la porte. Léa se leva silencieusement, saisissant un couteau de cuisine par réflexe. Bastien s'approcha de la fenêtre, évaluant la distance jusqu'au sol. 3 étages. Trop haut pour sauter. Les pas s'éloignèrent de finalement. Ils expirèrent de soulagement. « On n'est plus en sécurité ici », murmura Bastien. « Si Durand nous soupçonne de fouiller dans le passé, mais pourquoi serait-il impliqué? Les articles mentionnent juste une rivalité d'affaires entre lui et Bernard. Je crois que c'était bien plus que ça. J'ai trouvé des rumeurs de malversation financière à l'époque de l'incendie, des millions qui auraient disparu des comptes de leur société commune. » Léa frissonna. « Tu penses que Cécile avait découvert quelque chose? Que l'incendie n'était pas accidentel ?» Bastien acquiesça gravement. « Et si c'est le cas, nous remuons des secrets que quelqu'un préférerait voir rester enterrés pour toujours. » Dans la luxueuse salle à manger de leur nouvelle demeure, Julien et Margot dînaient en silence, chacun perdu dans ses pensées, depuis leur retour de lune de miel écourtée, à la demande de Julien, inquiet pour son père. Une tension inhabituellement s'était installée entre eux. « Tu comptes me dire ce qui te préoccupe ?» demanda finalement Julien en reposant ses couverts. Margot hésita, puis se leva pour aller chercher un dossier dans son bureau. J'ai continué à chercher des informations sur l'incendie du manoir Garnier. Elle étala plusieurs coupures de presse devant son mari. « Regarde les dates. Ces articles ont été publiés la semaine suivant le drame. » Julien les parcourut rapidement, fronçant les sourcils. « Je ne vois rien de particulier. »« Exactement. Rien sur les circonstances exactes. Rien sur l'enfant de Cécile. Ni son sexe, ni son nom. Comme si quelqu'un avait fait pression pour que les détails restent flous. Et tu penses que ton père pourrait être impliqué ?» Margot détourna le regard. « Je ne sais pas, mais sa réaction quand il a vu cette serveuse au mariage ?» Julien prit sa main. « Tu te rends compte de ce que tu insinues? Que ton père aurait quelque chose à voir avec la mort de la première femme de mon père ?»« Je n'insinue rien, » se défendit-elle. « Je cherche juste la vérité et j'ai besoin de ton aide. » Après un long moment de réflexion, Julien acquiesça lentement. « D'accord, mais comment procéder ? J'ai pensé à Madame Leblanc. Elle travaille pour ma famille depuis presque 40 ans. Si quelqu'un connaît les secrets de mon père, c'est elle. La même qui a fait tomber le plateau en voyant Léa. Tu crois qu'elle acceptera de nous parler? Elle m'a pratiquement élevée. Je pense qu'elle me doit bien ça. » Le lendemain matin, Bernard Garnier fixait la ville depuis la baie vitrée de son bureau quand sa secrétaire annonça l'arrivée de Bastien. Le jeune médecin entra, une enveloppe à la main. Les résultats des dernières analyses. « Bonjour, docteur. Merci d'être venu si tôt. » Bastien déposa l'enveloppe sur le bureau. « Votre taux de cholestérol reste élevé malgré le traitement. Je vous recommande. » « Laissons cela de côté pour le moment, » l'interrompit Bernard en lui indiquant un siège. « J'ai quelques questions personnelles à vous poser. »
Le médecin s'assit, tendu mais attentif. « Mon détective a fait quelques recherches sur vous et mademoiselle Vernier », commença Bernard sans préambule. « Orphelinat Saint-Joseph, arrivé à quelques jours d'intervalle, il y a 25 ans, peu après l'incendie qui a coûté la vie à ma femme et à mon enfant. » Bastien resta impassible. Mais ses mains se crispèrent imperceptiblement. « Une coïncidence troublante, n'est-ce pas ?» poursuivit Bernard. « Tout comme cet anneau que porte votre ami, l'anneau de Cécile, que je croyais perdu à jamais. Monsieur Garnier, je ne suis pas votre ennemi, docteur Lemoine, » coupa Bernard d'une voix soudain plus douce. « Bien au contraire. Si ce que je commence à soupçonner s'avère exact, nous pourrions avoir des intérêts communs. » Bastien hésita. Évaluant rapidement ses options, le vieil homme semblait sincère, son regard plus vulnérable qu'il ne l'avait jamais vu. « J'ai toujours su que la version officielle de l'incendie ne tenait pas, » reprit Bernard. « Cécile m'avait appelé la veille, disant avoir découvert quelque chose de grave concernant Henri. Je devais rentrer le lendemain, mais il était déjà trop tard. »« Et l'enfant ?» demanda prudemment Bastien. Bernard détourna le regard. « Ma fille, du moins, c'est ce que je croyais. Son corps n'a jamais été retrouvé, ce qui m'a longtemps laissé un infime espoir, mais avec les années, un silence lourd s'installa. Bastien pesa soigneusement ses mots avant de parler. « Monsieur Garnier, si je vous dis que Léa a été abandonnée à l'orphelinat avec une couverture de bébé dans laquelle était cousu cet anneau d'émeraude, que Léa et moi sommes arrivés au même orphelinat à quelques jours d'intervalle, exactement après l'incendie. » Le vieil homme se leva brusquement, le souffle court. « Vous suggérez que... Je n'affirme rien pour l'instant, mais nous avons des raisons de croire que l'enfant de Cécile, ou les enfants, ont peut-être survécu. » Bernard s'agrippa au rebord de son bureau. « Des jumeaux, c'était des jumeaux. Le rapport d'autopsie mentionne que Cécile avait récemment accouché, mais pas du nombre d'enfants, et les articles de presse restent délibérément vagues. » Bernard s'affaissa dans son fauteuil, visiblement bouleversé. « J'étais à Singapour quand c'est arrivé. Cécile venait d'accoucher, mais les communications étaient mauvaises. Elle a juste dit que j'aurais une surprise à mon retour. » Il leva un regard plein d'émotion vers Bastien. « Si ce que vous dites est vrai, si vous et Léa êtes, nous n'en sommes pas encore certains. Nous collectons des preuves qui pourraient incriminer Henri Durand. » Bastien acquiesça lentement. « Peut-être, mais nous sommes surveillés. Quelqu'un suit Léa, et je crains que ma couverture ne soit également compromise. » Bernard se redressa, une détermination nouvelle dans le regard. « Alors nous devons unir nos forces. J'ai des ressources, vous avez des informations. Ensemble, nous pourrions découvrir la vérité. » « Il y a autre chose, » ajouta Bastien. « Julien et Margot semblent également mener leur propre enquête. Nous les avons aperçus hier aux archives municipales. » Cette nouvelle sembla surprendre Bernard. « Julien aussi, mon propre fils. Ils pourraient être des alliés précieux, » suggéra Bastien. « Margot a peut-être accès à des informations concernant son père. » Bernard réfléchit un instant, puis hocha la tête. « Arranger une rencontre discrète, vous, Léa, Julien et Margot, et moi. Il est temps que certains secrets soient révélés. » Alors que Bastien se levait pour partir, Bernard ajouta d'une voix presque inaudible. « Si vous êtes bien mon fils, si Léa est ma fille, je veux que vous sachiez que pas un jour ne s'est écoulé sans que je pense à l'enfant que j'ai perdu. » Bastien sentit sa gorge se nouer. « Nous découvrirons la vérité, monsieur Garnier, je vous le promets. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'à cet instant précis, Madame Leblanc, l'ancienne gouvernante des Durand, quittait discrètement la résidence familiale pour rencontrer Margot dans un café isolé. Dans son sac à main reposait un vieux journal intime qu'elle avait conservé toutes ces années, le journal de ses observations dans la maison Durand, incluant cette nuit tragique où elle avait vu Henri rentrer étrangement agité, les vêtements sentant la fumée, après l'annonce de l'incendie au manoir Garnier. Le petit café en banlieue parisienne semblait l'endroit idéal pour une rencontre discrète. Margot, arrivée en avance, avait choisi une table à l'écart. Dos au mur, elle vérifiait nerveusement l'heure quand elle aperçut la silhouette familière de Madame Leblanc traversant la terrasse. « Vous êtes venue » dit-elle avec soulagement en se levant pour l'accueillir. La vieille dame s'assit avec précaution, posant son sac à main sur ses genoux comme un bouclier. « Je ne devrais pas être ici. Votre père me renverrait sur le champ s'il l'apprenait. Je vous promets qu'il n'en saura rien. » Madame Leblanc observa attentivement Margot, cherchant dans son regard la détermination dont elle aurait besoin.
Pourquoi remuer tout cela maintenant, ma petite? Certains secrets sont mieux gardés enfouis. Parce que je crois que mon mariage avec Julien est fondé sur un mensonge, répondit Margot. Sa voix trahissant son émotion, un mensonge qui a commencé bien avant notre naissance. La vieille gouvernante soupira profondément, puis ouvrit son sac pour en sortir un petit carnet relié de cuir usé. J'ai tenu ce journal pendant près de 40 ans. Chaque soir, je notais mes observations dans la maison Durand. Les visites, les conversations entendues par hasard, les comportements inhabituels. Elle le poussa vers Margot. Page 341, la nuit de l'incendie du manoir Garnier. Les mains tremblantes, Margot ouvrit le carnet et commença à lire à voix basse. 23 juin, 2 heures du matin, Monsieur Durand vient de rentrer. Trempé jusqu'aux os, il a traversé le hall comme un fantôme, ignorant ma présence. Ses vêtements sentèrent la fumée et quelque chose d'autre, une odeur chimique que je ne reconnais pas. Dans l'entrée, j'ai remarqué des traces de boue et de cendres. Plus inquiétant encore, j'ai cru entendre un pleur d'enfant provenant de sa voiture. Mais quand j'ai regardé par la fenêtre, il repartait déjà 1 heure plus tard. Les informations annonçaient l'incendie au manoir Garnier. Margot leva des yeux horrifiés vers la vieille femme. « Vous pensez que mon père était là-bas cette nuit-là, qu'il aurait pu... » « Je ne sais pas ce qu'il a fait, » l'interrompit Madame Leblanc. Mais le lendemain, il est parti pendant plusieurs heures avec un paquet enveloppé dans une couverture, et quand il est revenu, il a brûlé ses vêtements dans la cheminée de son bureau. « Et vous n'avez jamais rien dit à personne ?» La vieille dame baissa les yeux. « À qui aurais-je pu parler? La police? » « Votre père était déjà un homme puissant, et je n'avais que des soupçons, rien de concret, jusqu'à ce que vous voyiez Léa au mariage, » murmura Margot. Ce visage, la gouvernante frissonna. C'était comme voir un fantôme. Cécile Garnier venait parfois aux réceptions avec son mari, avant que les relations entre les familles ne se détériorent. Je me souviens de ses yeux, bleus avec des reflets dorés, exactement comme ceux de cette jeune serveuse. Un silence pesant s'installa, tandis que Margot assimilait ces révélations. « Il y a autre chose », ajouta Madame Leblanc, en baissant la voix. Quelques jours après l'incendie, j'ai trouvé une photo dans le bureau de votre père. 2 bébés, endormis côte à côte, des jumeaux. Je le crois. La photo a disparu le lendemain. Mais j'en suis certaine. Margot sentit un frisson glacé parcourir son échine. Si son père était impliqué dans la mort de Cécile Garnier, s'il avait pris ses enfants cette nuit-là, Madame Leblanc, accepteriez-vous de témoigner si nécessaire, de partager ces informations avec Bernard Garnier et d'autres personnes concernées? La vieille dame hésita longuement avant de hocher la tête. Il est temps que la vérité éclate, pour vous, pour Julien, et pour ces pauvres enfants disparus dans le laboratoire d'analyse médicale de l'hôpital universitaire. Bastien attendait nerveusement les résultats qu'il avait demandés en urgence. 3 échantillons d'ADN, le sien, celui de Léa et celui de Bernard Garnier, prélevés discrètement lors de son dernier check-up. Docteur Lemoine, une technicienne lui tendit une enveloppe. Vos résultats confidentiels, j'ai fait exactement comme vous l'avez demandé. Bastien la remercia d'un signe de tête et attendit d'être seul dans son bureau pour ouvrir l'enveloppe. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il parcourait les données techniques. « Mon Dieu !» murmura-t-il en s'effondrant dans son fauteuil. Les résultats étaient sans équivoque. Lui et Léa partageaient suffisamment de marqueurs génétiques pour être jumeaux, et les deux correspondaient à Bernard Garnier avec une probabilité de filiation directe de 99,9%. La vérité qu'il soupçonnait depuis des semaines se confirmait enfin, scientifiquement, irréfutablement. Léa et lui étaient les enfants disparus de Bernard et Cécile Garnier. Son téléphone vibra. Un message de Léa. « J'ai trouvé quelque chose dans l'anneau. Viens vite. » L'appartement de Léa était plongé dans une semi-obscurité. Les rideaux tirés par précaution, sur la table de la cuisine. Elle avait disposé une loupe, des pinces fines et l'anneau d'émeraude. « Regarde bien le chaton de la bague, » dit-elle à Bastien dès qu'il entra. « J'ai remarqué que l'émeraude semblait légèrement décalée, comme si elle pouvait pivoter, » compléta Bastien, s'approchant pour mieux voir. « Exactement, et j'avais raison. » Avec une délicatesse infinie, elle manipula la pierre précieuse qui pivota sur elle-même, révélant un minuscule compartiment dissimulé dans la monture. À l'intérieur, un fragment de film plastique enroulé, pas plus grand qu'un timbre-poste, un microfilm, souffla Bastien, incrédule.
Cécile Garnier était plus maligne qu'on ne le pensait, dit Léa avec un sourire admiratif. Elle avait caché ses preuves à l'endroit le plus sûr possible. Ils déroulèrent précautionneusement le film et l'examinèrent à la loupe. Malgré sa taille microscopique, les images étaient d'une netteté surprenante. Des relevés bancaires, des contrats, des mémos manuscrits signés par Henri Durand, détaillant un système élaboré de détournement de fonds. Ces documents prouvent que Durand a volé des millions à la société qu'il partageait avec Bernard, murmura Bastien. Un mobile parfait pour faire taire Cécile. Et nous avons les résultats des tests ADN. Bastien lui tendit l'enveloppe en silence. Léa parcourut rapidement les données, puis leva des yeux embués de larmes. Alors c'est vrai, nous sommes les enfants de Bernard et Cécile Garnier, frères et sœurs, jumeaux. Ils restèrent là silencieux un long moment, assimilant cette vérité qui transformait leur existence. Toute leur vie, ils avaient cherché leurs racines, leur identité, et maintenant qu'ils l'avaient trouvée, il faut confronter Durand, déclara finalement Léa, une détermination nouvelle dans la voix. Avec ses preuves, plus son témoignage que Madame Leblanc a fait à Margot. « Attends » l'interrompit Bastien. « Comment sais-tu pour Madame Leblanc ? Julien m'a appelé il y a 1 heure. Ils veulent nous rencontrer, avec Bernard. Apparemment, la vieille gouvernante est prête à témoigner. » Un déclic se fit dans l'esprit de Bastien. Les pièces du puzzle s'assemblaient enfin. Je comprends maintenant pourquoi Durand a proposé si soudainement ce mariage entre Julien et Margot. Après des années de rivalité, ce n'était pas pour enterrer la hache de guerre. C'était pour s'assurer que Bernard ne creuserait jamais dans le passé. Une fois leurs enfants mariés, leurs entreprises fusionnées, Bernard n'aurait aucun intérêt à déterrer de vieux secrets. Compléta Léa. Le téléphone de Bastien sonna. Le nom d'Henri Durand s'affichait sur l'écran. Ils échangèrent un regard surpris. « Mets le haut-parleur », chuchota Léa. Bastien décrocha avec appréhension. « Docteur Lemoine à l'appareil. »« Docteur... » La voix d'Henri était glaciale. « J'aimerais vous rencontrer dans mon bureau. Immédiatement. J'ai quelques questions concernant votre intérêt pour d'anciens dossiers médicaux. Je ne suis pas sûre de comprendre, monsieur Durand. Ne jouons pas à ce petit jeu. Je sais que vous et votre amie mademoiselle Vernier fouillez dans le passé. Un passé qui ne vous concerne en rien. Au contraire, monsieur Durand, répondit Bastien en regardant Léa droit dans les yeux. Je crois que ce passé nous concerne plus que quiconque. Un silence lourd s'installa à l'autre bout de la ligne. Mon bureau, 1 heure, dit finalement Henri, avant de raccrocher abruptement. Bastien et Léa échangèrent un regard inquiet. Confronter Durand maintenant, sans Bernard, sans les autres, était risqué. Mais peut-être était-ce aussi leur chance de lui arracher des aveux. « On y va », décida Léa, en rangeant soigneusement le microfilm dans son étui. « Mais on prend des précautions. J'ai déjà envoyé des copies de tout à Bernard et Julien, au cas où. » Elle laissa sa phrase en suspens. Mais Bastien comprit, quoi qu'il arrive maintenant, la vérité ne pourrait plus être étouffée. La tour Durand se dressait comme une flèche de verre et d'acier dans le quartier d'affaires de la Défense. Bastien et Léa, debout devant l'imposant édifice, hésitèrent un instant avant de franchir les portes tournantes. « Tu as bien envoyé les documents à Bernard ?» demanda Bastien, tendu. Léa hocha la tête, serrant nerveusement la bandoulière de son sac où se trouvait l'anneau d'émeraude avec son précieux microfilm. Et à Julien aussi, avec une note expliquant que si nous n'avons pas donné de nouvelles d'ici 2 heures, ils doivent agir. « Parfait, souviens-toi, on reste calme et on fait parler Durand le plus possible. » L'ascenseur les conduisit au dernier étage en un glissement silencieux. La secrétaire d'Henri, une femme austère aux cheveux gris, les accueillit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Monsieur Durand vous attend. Par ici, je vous prie. » Le bureau d'Henri Durand était à son image. Froid, impeccablement ordonné, dominateur, de larges baies vitrées offraient une vue vertigineuse sur Paris. Rappelant subtilement à chaque visiteur la position élevée de l'homme qui les recevait, Henri se tenait debout devant l'une de ses fenêtres, dos à eux, un verre de whisky à la main. « Docteur Lemoine, mademoiselle Vernier, je vous en prie, asseyez-vous. » Ils prirent place dans les fauteuils désignés, refusant poliment la boisson proposée. « Vous savez pourquoi je vous ai convoqué, n'est-ce pas ?» commença Henri en s'asseyant enfin face à eux. « Vous semblez inquiet de nos recherches sur l'incendie du manoir Garnier », répondit calmement Bastien. Henri émit un petit rire sans joie. « Inquiet, non. Intrigué, plutôt. Pourquoi 2 jeunes gens comme vous s'intéressent-ils à un drame survenu avant leur naissance ?
Peut-être parce que ce drame est directement lié à notre naissance, justement, lança Léa, son regard défiant fermement planté dans celui d'Henri. Un silence pesant s'installa. Henri les observa tour à tour, son visage impassible ne trahissant rien de ses pensées. « Je vois, dit-il finalement, et qu'avez-vous découvert, exactement, que Cécile Garnier a donné naissance à des jumeaux, pas à un seul enfant ?» répondit Bastien. « Que ces enfants ont miraculeusement survécu à l'incendie. Que quelqu'un les a séparés et abandonnés dans des orphelinats différents, poursuivit Léa. Et que cet anneau, elle leva sa main pour montrer l'émeraude, appartenait bien à Cécile Garnier. Henri resta parfaitement immobile, seule une légère crispation de sa mâchoire trahissant sa tension intérieure. « Des suppositions intéressantes, dit-il d'une voix étonnamment calme, mais sans preuve. J'en ai peur. Nous avons des tests ADN confirmant que Bastien et moi sommes jumeaux, et les enfants biologiques de Bernard Garnier, répliqua Léa. Et nous avons le témoignage de Madame Leblanc, ajouta Bastien, qui vous a vu rentrer cette nuit-là, sentant la fumée, avec des pleurs d'enfants provenant de votre voiture. Cette fois, Henri ne put dissimuler sa surprise. Ses yeux s'écarquillèrent brièvement, avant qu'il ne retrouve sa contenance. Cette vieille folle a toujours eu une imagination débordante, dit-il en se levant pour se resservir un verre. Et même si tout cela était vrai, ce que je ne concède nullement, que comptez-vous faire? Aller voir la police pour un crime présumé vieux de 25 ans? La prescription ne s'applique pas au meurtre, monsieur Durand, répondit Bastien d'une voix ferme. Henri se tourna vers eux, un sourire inquiétant aux lèvres. Meurtre, qui parle de meurtre? L'enquête a conclu à un accident, un tragique accident. Un accident qui vous a bien arrangé, intervint Léa. Cécile avait découvert vos malversations financières, n'est-ce pas? Elle allait tout révéler à Bernard. Pour la première fois, Henri sembla réellement déstabilisé. De quoi parlez-vous? De ceci, dit Léa en sortant une photocopie agrandie du microfilm, des preuves que Cécile avait soigneusement cachées dans son anneau d'émeraude. Le visage d'Henri blêmit tandis qu'il parcourait le document. Ses yeux passèrent rapidement de la feuille à l'anneau, au doigt de Léa, puis il se reprit et laissa échapper un rire forcé. Des photocopies illisibles, c'est tout ce que vous avez. L'original est en lieu sûr, répondit Bastien. Tout comme des copies des tests ADN et le témoignage écrit de Madame Leblanc, Henri retourna lentement à son bureau, s'assit et croisa les mains devant lui, comme pour une négociation d'affaires. « Que voulez-vous, exactement ?»« La vérité, » répondirent-ils simultanément. Henri les observa longuement avant de soupirer. « La vérité, elle n'est jamais simple, n'est-ce pas? Cette nuit-là, je suis effectivement allé au manoir Garnier pour récupérer des documents compromettants, je l'admets, mais je n'avais pas prévu l'incendie. »« Menteur !» siffla Léa entre ses dents. « Je vous assure que c'est la vérité, » insista Henri. « Le feu s'est déclaré accidentellement, peut-être un court-circuit, ou une bougie renversée. J'ai trouvé Cécile inconsciente près de l'entrée de l'aile est. Et oui, j'ai découvert les bébés dans la nurserie. » Il s'interrompit, semblant chercher ses mots. « J'aurais pu partir, les laisser là, mais je ne l'ai pas fait. Je les ai sauvés, pour ensuite les abandonner dans des orphelinats différents, » demanda Bastien, incrédule. « Que vouliez-vous que je fasse? Les garder? Les rendre à Bernard? Comment aurais-je expliqué ma présence dans le manoir cette nuit-là? » Un silence s'installa, tandis que Bastien et Léa assimilaient ces demi-aveux. Henri semblait presque soulagé d'avoir partagé cette version édulcorée des événements, et Cécile, demanda finalement Léa, « Ah, vous l'avez sauvée aussi. » Le masque d'Henri se fissura un instant. Elle était déjà morte quand je suis arrivée, asphyxiée par la fumée. Bastien et Léa échangèrent un regard. Ils savaient qu'il mentait, mais décidèrent de ne pas le confronter directement, pas encore. « Pourquoi nous raconter tout cela maintenant ?» demanda Bastien. Henri se leva et contourna son bureau, s'appuyant contre le rebord, plus proche d'eux. « Parce que nous pourrions trouver un arrangement. Je vous ai sauvé la vie. Après tout, sans moi, vous seriez mort dans cet incendie. »« Un arrangement ?» répéta Léa avec dédain. « Ne soyez pas si prompte à juger, » tempéra Henri. « Pensez-y, la vérité complète détruirait tant de vies, celle de Margot, ma fille innocente, celle de Julien, votre demi-frère, la fusion de nos entreprises, le travail de milliers d'employés. » Il s'approcha encore, baissant la voix. « Je peux vous offrir une place dans cet empire, une reconnaissance officielle comme enfant de Bernard.
Sans le scandale public, une compensation financière généreuse, tout le monde y gagnerait. Bastien et Léa restèrent silencieux, feignant de considérer cette proposition. « Nous devons y réfléchir », dit finalement Bastien en se levant. « Et en discuter avec Bernard. » Henri hocha la tête. « Bien sûr, mais n'oubliez pas, cette histoire, rendue publique, ferait plus de mal que de bien, à tout le monde. » Alors qu'il s'apprêtait à partir, Henri ajouta « Oh, et cet anneau ?» Il tendit la main vers Léa. « Il contient des documents confidentiels de l'entreprise. Techniquement, il m'appartient autant qu'à vous. » Léa recula d'un pas, protégeant instinctivement sa main. « Cet anneau appartenait à ma mère. Il reste avec moi. » Les yeux d'Henri s'assombrirent dangereusement. « Nous reparlerons de tout cela, bientôt. » Dans l'ascenseur qui les ramenait au rez-de-chaussée, Bastien et Léa restèrent silencieux jusqu'à être sûrs de ne pas être écoutés. « Il ment », murmura finalement Léa. « Sur l'incendie, sur Cécile. Évidemment. Mais il a peur maintenant, et un homme effrayé peut devenir dangereux. » Ils sortirent de la tour Durand et s'éloignèrent rapidement, vérifiant régulièrement qu'ils n'étaient même pas suivis. « On rejoint Bernard et les autres », demanda Léa. Bastien acquiesça. « Il veut récupérer l'anneau à tout prix. Ces documents doivent être encore plus accablants que nous ne le pensions. » Ce qu'ils ignoraient, c'est que dans son bureau, Henri Durand passait déjà un appel téléphonique à voix basse. « Ils savent tout », dit-il à son interlocuteur anonyme. « L'anneau, les jumeaux, l'incendie, il faut récupérer cette bague et éliminer les preuves, ce soir. » Il raccrocha et ouvrit un tiroir secret de son bureau, en sortant un petit pistolet qu'il contempla longuement. « Trop tard pour les demi-mesures, » murmura-t-il pour lui-même. La nuit tombait sur Paris lorsque Léa quitta l'appartement de Bastien. Leur rencontre avec Bernard, Julien et Margot avait été intense. Émotions et révélations se mêlant dans une atmosphère chargée. Bernard avait pleuré en serrant ses enfants retrouvés dans ses bras. Julien avait oscillé entre choc et joie de découvrir un frère et une sœur. Quant à Margot, elle semblait dévastée par les implications concernant son père. Ils avaient élaboré un plan, se retrouver le lendemain à la réception post-mariage organisée pour les clients et partenaires des entreprises Garnier-Durand, là, confronter Henri publiquement avec toutes leurs preuves réunies, les documents du microfilm, les tests ADN, le témoignage de Madame Leblanc. « Tu es sûr de ne pas vouloir rester ?» avait insisté Bastien. « C'est plus prudent. » Mais Léa avait besoin de quelques heures seule pour assimiler tout ce qui se passait et récupérer certains documents personnels dans son appartement. « Je ferai attention », avait-elle promis, maintenant, marchant dans les rues désertes de son quartier. Elle regretta sa décision. Un sentiment d'être observée la suivait depuis qu'elle avait quitté le métro, accélérant le pas. Elle sortit son téléphone, prête à appeler Bastien. Une voiture noire aux vitres teintées ralentit à sa hauteur. Léa se mit à courir. Trop tard. 2 hommes surgirent d'une allée. Lui bloquant le passage, l'un d'eux brandit un objet métallique, un pistolet avec silencieux. « L'anneau, mademoiselle », exigea-t-il d'une voix neutre. « Donnez-nous l'anneau d'émeraude et vous pourrez partir. »« Je ne l'ai pas sur moi », mentit Léa, cherchant désespérément une issue. L'homme s'approcha davantage. « Ne nous obligez pas à le chercher nous-mêmes. » Une silhouette émergea soudain de l'ombre derrière eux. « Laissez-la tranquille. » Bastien. Il avait dû la suivre, préoccupé par sa sécurité. Profitant de la distraction, Léa assena un violent coup de pied dans le genou de l'homme le plus proche et tenta de s'échapper. Le second assaillant fit volte-face et tira en direction de Bastien, qui plongea derrière une voiture stationnée. Une lutte s'engagea. Bastien, surgissant de sa cachette, se jeta sur le tireur. Ils roulèrent au sol tandis que Léa se débattait avec le premier homme qui l'avait rattrapé. « Cours !»« Léa !» cria Bastien en maintenant son adversaire au sol. Elle hésita, déchirée entre fuir et aider son frère. Dans la confusion, l'homme qui la retenait relâcha légèrement sa prise. Elle en profita pour le frapper au visage et se dégager. Le coup de feu qui suivit sembla déchirer la nuit en 2. Tous se figèrent un instant, puis le corps de l'homme qui luttait avec Bastien s'affaissa mollement. Derrière eux, Bernard Garnier se tenait dans la pénombre, un revolver encore fumant à la main. « Montez dans ma voiture », ordonna-t-il d'une voix ne souffrant aucune réplique. « Vite !» Le second assaillant profita de la confusion pour s'enfuir en boitant. Léa et Bastien, encore sous le choc, rejoignirent Bernard, qui les attendait au volant d'une berline discrète. « Comment avez-vous su ?» demanda Bastien,
une fois la voiture en mouvement. J'ai fait suivre Léa après notre réunion, admit Bernard, une précaution qui s'est avérée nécessaire. Léa, tremblante, fixait ses mains. « Cet homme, est-il... » »« Probablement, » répondit sobrement Bernard. « Il était prêt à vous tuer tous les deux pour cet anneau. Je n'avais pas le choix. » Un silence pesant s'installa dans l'habitacle, tandis que Bernard conduisait à travers la ville, prenant régulièrement des détours pour s'assurer qu'il n'était pas suivi. « Durand est derrière tout ça, » dit finalement Bastien. « Il veut récupérer le microfilm à tout prix, ce qui confirme l'authenticité des documents, » nota Bernard, les mains crispées sur le volant. Ces hommes étaient des professionnels. Henri a franchi une nouvelle ligne ce soir. « Il a déjà franchi la pire des lignes, il y a 25 ans, » murmura Léa. Frissonnant au souvenir du récit de Bastien concernant leur confrontation avec Durand, la voiture s'engagea dans une allée privée menant à une propriété isolée en périphérie de Paris. « Nous serons en sécurité ici, » expliqua Bernard en se garant. « C'est une maison que je garde sous un nom d'emprunt. Personne ne vous y trouvera. » À l'intérieur, ils trouvèrent Julien et Margot qui les attendaient anxieusement. La nouvelle de l'attaque les laissa horrifiés. « Mon propre père » murmura Margot, livide. « Il est prêt à vous tuer pour couvrir ses crimes. Il doit être désespéré, » dit Julien en servant des verres de brandy à tout le monde. Ces documents du microfilm doivent contenir des preuves accablantes. Léa sortit l'anneau de sa poche et le déposa sur la table basse. La petite émeraude captait la lumière tamisée du salon, projetant des reflets verdâtres sur leur visage tendu. « J'ai examiné plus attentivement les documents, » dit-elle. Il ne s'agit pas seulement de détournement de fonds. Cécile avait aussi découvert des liens entre Henri et un incendie criminel survenu 2 ans avant dans un immeuble concurrent que les Garnier-Durand voulaient acquérir. « Un schéma, » murmura Bernard. « Il a déjà utilisé le feu pour éliminer des obstacles. » Un silence lourd s'installa, tandis que chacun assimilait l'horreur de cette révélation. « Il y a autre chose, » intervint Bastien, hésitant. « Lors de notre confrontation, Henri a prétendu que Cécile était déjà morte quand il est arrivé au manoir, asphyxiée par la fumée, mais le rapport d'autopsie indique clairement que la cause principale du décès était un traumatisme crânien, pas l'asphyxie. » Bernard pâlit visiblement. « Tu suggères qu'il l'aurait ? Je ne sais pas, » admit Bastien, mais ses mensonges sur ce point précis sont troublants. Margot, qui était restée silencieuse, prit soudain la parole. « La nuit dernière, j'ai trouvé quelque chose dans le bureau de mon père. » Elle sortit de son sac un vieux carnet relié de cuir, son journal intime, il y raconte. Des cauchemars récurrents, des rêves où il voit une femme, Cécile, qui l'accuse. Elle ouvrit le carnet à une page marquée. 3 juin 1999. Encore ce rêve. Elle se tient devant moi, du sang coulant de sa tempe, me demandant pourquoi. Je lui réponds toujours que ce n'était pas volontaire, que la poutre est tombée quand j'ai ouvert la porte, que je ne voulais pas la tuer, mais son regard sait. Il sait que j'aurais pu appeler les secours, que j'aurais pu la sauver. L'horreur de cette confession indirecte les laissa tous sans voix. « Mon Dieu !» murmura finalement Bernard, le visage ravagé par la douleur. « Il l'a laissé mourir. Ou pire, » dit doucement Léa. « Il doit payer, » déclara Bastien, une colère froide dans la voix. « Pour Cécile, pour ce qu'il nous a fait à Léa et moi, pour ce qu'il a failli faire ce soir. Et il paiera, » affirma Bernard. « Mais pas à travers une vendetta personnelle. Nous avons maintenant toutes les preuves nécessaires pour le traduire en justice. » Julien, qui observait pensivement l'anneau d'émeraude, prit la parole. « Le plan initial tient toujours. La réception de demain soir est l'occasion parfaite. Tous les partenaires d'affaires seront présents, ainsi que plusieurs personnalités influentes. Henri ne pourra pas étouffer le scandale. C'est trop dangereux, » protesta Bernard. « Après ce qui s'est passé ce soir, au contraire, » intervint Margot, une détermination nouvelle dans le regard. « Un lieu public, avec des témoins, est l'endroit le plus sûr. Mon père ne tentera rien devant tant de personnes. » Ils débattirent longuement de la stratégie à adopter, au petit matin. Le plan était établi dans ses moindres détails. Henri Durand ignorait encore que son monde s'apprêtait à s'effondrer, que ses crimes allaient enfin être exposés au grand jour. Il ignorait que sa propre fille s'était retournée contre lui, que son journal intime servirait de preuve contre lui, et que les jumeaux qu'il avait séparés 25 ans plus tôt se tenaient prêts à réclamer justice. Le piège était prêt. Et cette fois, Henri Durand serait la proie.
Les salons du Grand Hôtel de Paris scintillaient sous les lustres en cristal. La réception post-mariage de Julien et Margot, organisée pour célébrer l'union des empires Garnier et Durand, rassemblait le tout Paris des affaires. Hommes en smoking et femmes en robe de soirée évoluaient dans un ballet social parfaitement orchestré. Flûte de champagne à la main, Henri Durand, impeccable dans son costume sur mesure, saluait les invités avec l'assurance d'un homme au sommet de sa puissance. Pourtant, son regard ne cessait de balayer la salle, à l'affût. « Quelque chose vous préoccupe, cher beau-père ?» demanda Julien en s'approchant. 2 coupes de champagne à la main. Henri sursauta légèrement. « Absolument pas. Une magnifique soirée, n'est-ce pas? Où est Margot? Elle accueille les retardataires, et mon père va bientôt arriver, il avait quelques personnes à chercher. » Un éclair d'inquiétude traversa le visage d'Henri. « Des invités surprises. On peut dire ça, » répondit Julien avec un sourire énigmatique avant de s'éloigner. À l'entrée des salons, Margot vit enfin ce qu'elle attendait. Bernard Garnier franchissant les portes, accompagné de Bastien et Léa. Ces derniers, élégamment vêtus pour l'occasion, semblaient nerveux mais déterminés. Derrière eux, Madame Leblanc suivait discrètement, son vieux journal serré contre sa poitrine. « Tout est prêt ?» demanda Bernard à voix basse. Margot acquiesça. « Le micro est installé sur l'estrade. Quand vous ferez votre discours, tout le monde entendra. » Ils avancèrent dans la salle, provoquant un léger murmure parmi les invités. La présence de ces 2 inconnus aux côtés de Bernard Garnier suscitait la curiosité. De l'autre côté de la pièce, Henri se figea en les apercevant. Son verre de whisky trembla légèrement dans sa main. Ses yeux se fixèrent sur Léa, plus précisément sur sa main droite où brillait l'anneau d'émeraude. « Mesdames et messieurs, » annonça le maître de cérémonie, « Monsieur Bernard Garnier souhaite maintenant prononcer quelques mots. » Un silence respectueux s'installa tandis que Bernard montait sur la petite estrade. À ses côtés se tenaient Julien, Margot et, à la surprise générale, Bastien et Léa. « Chers amis, chers partenaires, » commença Bernard, sa voix forte portant jusqu'au fond de la salle. « Nous sommes réunis ce soir pour célébrer l'union de 2 familles qui, pendant des décennies, ont été rivales. » Des applaudissements polis ponctuèrent cette introduction. Mais avant de porter un toast à cette nouvelle alliance, je souhaite partager avec vous une découverte extraordinaire qui a bouleversé ma vie ces derniers jours. Le silence s'épaissit. Henri, dans le fond de la salle, s'approcha lentement, comme un prédateur évaluant une menace. Beaucoup d'entre vous se souviennent peut-être de ma première épouse, Cécile, décédée tragiquement dans l'incendie de notre manoir il y a 25 ans. Ce que peu savent, c'est que cette nuit-là, Cécile venait de donner naissance, pas à un enfant, comme les journaux l'ont rapporté, mais à des jumeaux. Un murmure parcourut l'assemblée. Des téléphones portables se levèrent discrètement pour filmer. Pendant 25 ans, j'ai cru que mes enfants étaient mortes avec leur mère, jusqu'à ce que le destin me les rende, de la façon la plus inattendue qui soit. Bernard se tourna vers Bastien et Léa, leur faisant signe d'approcher. Je vous présente mes enfants, mes jumeaux retrouvés, Bastien et Léa. La salle explosa en exclamations de surprise. Des flashs crépitèrent, capturant ce moment extraordinaire. Henri, le teint livide, se fraya un chemin vers l'avant de la salle. « Bernard, qu'est-ce que cette mascarade ?» lança-t-il d'une voix forte, tentant de reprendre le contrôle de la situation. Bernard sourit calmement. « Ce n'est pas une mascarade. Henri, nous avons des tests ADN confirmant leur identité. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est comment ils ont survécu à l'incendie. » Le regard de Bernard se durcit soudain. Quelqu'un les a sortis du manoir en flammes cette nuit-là. Quelqu'un qui était présent sur les lieux, alors qu'il n'aurait pas dû y être. Tous les regards se tournèrent vers Henri, qui resta parfaitement immobile au milieu de la foule. « Des accusations sans preuve, Bernard, » rétorqua-t-il d'une voix qui se voulait assurée. « L'émotion te fait perdre la raison. » « Au contraire, » intervint Léa en s'avançant. « Nous avons des preuves très concrètes. » Elle leva sa main, montrant l'anneau. Cet anneau appartenait à ma mère, Cécile Garnier. Elle y avait dissimulé des documents que quelqu'un aurait tout intérêt à faire disparaître. Des documents prouvant un détournement massif de fonds de la société Garnier-Durand, précisa Bastien. Des millions d'euros volés par celui qui se tenait pour un associé loyal. Henri laissa échapper un rire forcé. Des accusations ridicules. Cet anneau pourrait être une copie, ces documents des faux. Alors comment expliquez-vous ceci, monsieur Durand ? Demanda Margot en s'avançant,
brandissant le journal intime de son père. Vos propres confessions, écrites de votre main, décrivant vos cauchemars où Cécile vous accuse de l'avoir laissé mourir. Un silence assourdissant tomba sur l'assemblée. Henri, pour la première fois de sa vie, semblait à court de mots. « Et j'ai mon témoignage aussi », déclara Madame Leblanc, s'avançant courageusement. « J'étais la gouvernante chez les Durand cette nuit-là. J'ai vu Monsieur Henri rentrer tard, ses vêtements sentant la fumée. J'ai entendu des pleurs d'enfants provenant de sa voiture. » Henri regarda autour de lui. Comme un animal traqué, les invités s'écartaient instinctivement, créant un cercle vide autour de lui. « C'est absurde, » dit-il finalement, la voix tremblante. « Bernard, tu ne peux pas croire ces mensonges. »« Ce ne sont pas des mensonges, » répondit Bernard avec une tristesse infinie. « Tu as déclenché cet incendie pour détruire les preuves que Cécile avait découvertes. Tu l'as laissé mourir, mais dans un dernier sursaut d'humanité, tu as sauvé mes enfants, pour ensuite les abandonner dans des orphelinats séparés, » ajouta Bastien avec amertume. Henri fit un pas en arrière, puis un autre. Son regard passa frénétiquement d'un visage à l'autre, cherchant un allié, un échappatoire. « Vous ne comprenez pas, » dit-il finalement, sa voix à peine audible. « C'était un accident. Je ne voulais pas. La poutre est tombée quand j'ai ouvert la porte. Elle était là, sur le sol, inconsciente. Il y avait tellement de fumée. » Un halètement collectif parcourut la salle. Ce n'était pas une dénégation. C'était un aveu. J'ai entendu les bébés pleurer. Je ne pouvais pas les laisser mourir. Alors je les ai pris et je suis partie. Qu'aurais-je pu faire d'autre? Appeler les secours, suggéra Bernard, sa voix chargée de douleur. Sauver Cécile. Elle savait tout, s'écria Henri, perdant soudain toute contenance. Elle allait tout révéler. Les détournements, l'incendie du complexe Riviera 2 ans plus tôt. Elle aurait tout détruit. Le silence qui suivit cet aveu involontaire était assourdissant, dans un dernier élan de désespoir. Henri porta la main à l'intérieur de sa veste. « Attention !» cria Julien. « Il est armé !» Plusieurs invités se précipitèrent vers les sorties. 2 agents de sécurité s'avancèrent. Mais Henri avait déjà sorti un petit pistolet qu'il pointa vers Léa. « L'anneau !» exigea-t-il, le regard fou. « Donnez-moi cet anneau et je partirai. Personne ne sera blessé. » Léa recula d'un pas. Protégeant instinctivement sa main, Bastien se plaça devant elle, faisant rempart de son corps. « C'est fini, Henri, » dit calmement Bernard. « Regarde autour de toi. Des dizaines de témoins, des caméras. Tu n'as nulle part où aller. » Pendant une seconde interminable, Henri sembla peser ses options. Puis, dans un mouvement brusque, il retourna l'arme contre sa propre tempe. « Non, père !» hurla Margot en se précipitant vers lui. Le coup ne partit jamais. Julien, avec une rapidité inattendue, avait bondi et saisi le bras d'Henri, déviant l'arme vers le plafond. Dans la lutte qui s'ensuivit, le pistolet tomba au sol. Où un agent de sécurité le récupéra promptement, 2 policiers en civil, prévenus par Bernard avant la soirée, s'avancèrent et menottèrent Henri Durand, sous les yeux médusés de l'Assemblée. « Henri Durand, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, menaces avec arme à feu et... » L'officier jeta un regard vers Bernard, qui acquiesça gravement. Et pour la mort de Cécile Garnier, alors qu'on l'emmenait, Henri jeta un dernier regard vers sa fille. Margot, mais elle lui tourna le dos, se réfugiant dans les bras de son mari. Dans le silence qui suivit le départ d'Henri, Bernard monta à nouveau sur l'estrade, flanqué de ses 3 enfants, Julien, Bastien et Léa. « Ce soir marque la fin d'un chapitre douloureux », déclara-t-il d'une voix forte, mais aussi le début d'une nouvelle histoire, celle d'une famille réunie après tant d'années. Il leva sa coupe de champagne. À la vérité et à l'avenir, tandis que la salle applaudissait, Léa observa l'anneau d'émeraude à son doigt, ce petit objet qui avait préservé la vérité pendant 25 ans, attendant patiemment que le moment vienne de la révéler. 3 mois s'étaient écoulés depuis la spectaculaire chute d'Henri Durand. L'affaire avait fait la une des journaux pendant des semaines. L'histoire semblait tout droit sortie d'un roman. Un magnat des affaires responsable d'un incendie mortel 25 ans plus tôt, des jumeaux séparés à la naissance et réunis par le destin, un anneau d'émeraude contenant des preuves cachées. La France entière avait suivi le procès avec fascination. Dans le jardin paisible de la nouvelle propriété Garnier, Bernard observait ses 3 enfants discuter sous un vieux chêne. Le tableau le remplissait d'une joie qu'il n'aurait jamais cru possible quelques mois auparavant. « À quoi pensez-vous »
demanda Margot en s'asseyant près de lui sur le banc de pierre. « À la vie et ses surprises, répondit-il avec un sourire. « Comment vas-tu, ma chère belle-fille » Margot soupira doucement. « Mieux, je crois. Les séances avec le psychologue m'aident à accepter ce que mon père a fait. » Bernard prit sa main avec compassion. Margot avait été la plus durement touchée par les révélations. Apprendre que l'homme qui vous a élevé était capable de tels actes n'était pas facile à digérer. « Tu sais, dit-elle en regardant vers l'horizon, j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de sombre en lui. Des silences, des regards. Mais jamais je n'aurais imaginé. Nous ne sommes pas responsables des actes de nos parents, répondit doucement Bernard. Tu as choisi un chemin différent. C'est tout ce qui compte. Et c'était vrai, depuis l'arrestation d'Henri, Margot avait pris les rênes des entreprises Durand avec une détermination impressionnante. Sa première décision, créer une fondation pour enfants orphelins, financée par un pourcentage substantiel des bénéfices annuels. Léa s'approcha d'eux, ses cheveux dorés captant la lumière du soleil. « Le déjeuner est prêt », annonça-t-elle. Julien a insisté pour préparer son fameux coq au vin. Sur la terrasse, la table était dressée pour 5. Bastien et Julien apportèrent les derniers plats, se chamaillant comme s'ils avaient grandi ensemble toute leur vie. « Ne touche pas à la sauce », grondait Julien. « Elle doit reposer encore 5 minutes. » Bastien leva les mains en signe de reddition. Le médecin en moi s'incline devant le chef culinaire. Bernard sourit en les regardant. Il était fascinant de voir combien Bastien et Julien se ressemblaient, malgré leurs différentes mères. Les mêmes expressions, les mêmes gestes. Léa, en revanche, était le portrait craché de Cécile, un rappel constant de la femme qu'il avait tant aimée. « Un toast », proposa Bernard, en levant son verre une fois tous attablés. « À notre famille, enfin réunie. »« À la famille », répétèrent-ils en chœur. Le repas se déroula dans une ambiance joyeuse, les conversations passant des projets professionnels aux souvenirs d'enfance, chacun comblant les vides dans l'histoire des autres. « J'ai une annonce à faire », déclara Bernard alors qu'il savourait le dessert. « J'ai pris une décision concernant l'avenir du groupe Garnier-Durand. » Tous se tournèrent vers lui, attentifs. « Je vais me retirer de la présidence. » Un silence surpris accueillit cette déclaration. « Mais père, » protesta Julien, « vous êtes encore en pleine forme. » Bernard leva une main apaisante. « J'ai passé ma vie à bâtir un empire, à accumuler richesse et pouvoir. Et pourquoi ? J'ai perdu 25 ans avec 2 de mes enfants. Je ne commettrai pas 2 fois la même erreur. » Il regarda chacun d'eux tour à tour. « Julien, tu as prouvé tes capacités à la direction financière, Margot. Ton travail de restructuration des entreprises Durand est remarquable. Bastien, ta vision éthique et ton expérience dans le domaine médical apportent une dimension humaine essentielle. Et Léa, ton expertise en recherche et documentation est un atout précieux. » Bernard sortit un document de sa poche. « Voici ma proposition. Une direction collégiale, vous 4, dirigeant ensemble le groupe selon vos compétences respectives. » La surprise se lisait sur leur visage. « Mais nous n'avons pas tous l'expérience nécessaire, » objecta Léa. « Je ne connais rien au monde des affaires. » « Tu apprendras, » sourit Bernard. « Vous apprendrez les uns des autres, c'est l'avantage d'une famille. » Après un moment de réflexion, ils acceptèrent, comprenant la sagesse de cette décision. Non seulement elle garantissait l'avenir du groupe, mais elle cimentait aussi leurs liens familiaux à travers un projet commun. La conversation dériva ensuite vers d'autres sujets, jusqu'à ce que Bernard pose la question qui avait émergé ces dernières semaines. « Et l'anneau ? Qu'avez-vous décidé ?» Léa toucha l'émeraude à son doigt. « Nous pensons qu'il devrait être exposé au musée d'histoire de Paris, avec l'histoire complète. Un symbole de vérité qui finit par éclater, même après des décennies. » Bernard acquiesça. Cet anneau, cadeau d'amour devenu gardien de vérité, méritait d'être partagé avec le monde. Alors que l'après-midi touchait à sa fin, Bastien s'éclipsa un moment et revint avec une grande enveloppe Kraft. « Il y a quelque chose dont nous devons parler, » dit-il. Soudain sérieux, quelque chose que j'ai découvert en examinant plus attentivement les documents de l'incendie, tous se redressèrent, intrigués par ce changement de ton. Les pompiers qui sont intervenus cette nuit-là ont rédigé un rapport détaillé, commença Bastien en sortant plusieurs pages de l'enveloppe. Un rapport qui contient une anomalie que personne n'a relevée. « Quelle anomalie ?» demanda Bernard. Tendu. Selon ce rapport, les premiers secours ont trouvé une femme inconsciente dans le jardin, à environ 50 mètres de la maison en flammes. Elle souffrait d'inhalation de fumée et d'une blessure à la tête. Mais elle était vivante. Elle a été transportée à l'hôpital Saint-Antoine.
Un silence stupéfait accueillit cette révélation. Mais alors, commença Léa, qui était la femme retrouvée dans les décombres. C'est là que ça devient compliqué, poursuivit Bastien. Le corps retrouvé dans la maison était dans un état de carbonisation tel que l'identification formelle était impossible. Les autorités ont simplement supposé qu'il s'agissait de Cécile. Tu es en train de suggérer... Bernard ne put achever sa phrase, submergé par l'émotion. Je suggère que nous ne savons pas avec certitude ce qui est arrivé à Cécile cette nuit-là, conclut Bastien. Le corps retrouvé pourrait être celui d'une domestique ou d'une autre personne présente dans la maison. Mais si elle a survécu, intervint Julien, pourquoi n'est-elle jamais réapparue? Pourquoi n'a-t-elle pas cherché à retrouver ses enfants, son mari? Amnésie traumatique, proposa Margot. C'est courant après un traumatisme crânien sévère. Ou peut-être savait-elle que sa vie était en danger, ajouta Léa. Si elle a vu Henri cette nuit-là, si elle a compris qu'il avait tenté de la tuer, Bernard se leva brusquement, le visage pâle. L'hôpital Saint-Antoine, dis-tu? Il doit y avoir des dossiers, des traces. J'ai déjà commencé les recherches, confirma Bastien. Mais les archives remontant à 25 ans ne sont pas numérisées. Ça prendra du temps. Cécile, murmura Bernard, le nom sonnant comme une prière sur ses lèvres. Est-il possible que... Léa prit la main de son père. Nous ne savons rien de certain. Il ne faut pas se faire de faux espoirs. Mais nous allons chercher, affirma Bastien, jusqu'à ce que nous découvrions la vérité. Quelle qu'elle soit, ils restèrent un moment silencieux, chacun absorbé par cette possibilité vertigineuse. Puis Margot se leva et s'approcha de la baie vitrée donnant sur le jardin. « Regardez », dit-elle doucement, « un arc-en-ciel. » Effectivement, après une brève averse, un arc multicolore s'étirait au-dessus de la propriété, comme un pont entre passé et avenir. Maman disait toujours que les arcs-en-ciel étaient des promesses, murmura Léa, surprise par ce souvenir qui remontait des tréfonds de sa mémoire d'enfant. Bernard la regarda, stupéfait. Cécile disait exactement la même chose, ce soir-là. Alors que le soleil se couchait sur leur nouvelle vie, une lueur d'espoir brillait dans leur cœur. Peut-être leur histoire n'était-elle pas terminée. Peut-être restait-il encore un chapitre à écrire. Le plus beau de tous, dans son bureau, Bernard sortit de son tiroir une vieille photographie de Cécile. « Où que tu sois », murmura-t-il en effleurant le visage souriant, « nous te retrouverons. » L'anneau d'émeraude avait déjà révélé tant de vérité. Qui sait quel secret il restait encore à découvrir.